Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de différents bleus. Ils sont cendrés ou moisis, mais toujours délicieux. Ce sont les fromages bleus. Mais pour autant, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur cette question du fromage par ce prisme-là, parce qu'on couvre des productions qui sont extrêmement différentes. Et pourtant, en effet, leur point commun, c'est la couleur bleue. Pour nous accompagner dans cette rencontre au sommet entre deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, j'ai demandé de l'aide à Pierre Vimont. Pierre est fromager. Il a longtemps travaillé chez le très réputé 4 Hommes, qui est fromager affineur à Paris et meilleur ouvrier de France. Désormais à son compte, Pierre a longtemps organisé des ateliers de dégustation et c'est dans ce cadre que j'ai fait sa connaissance. Et aujourd'hui, il est prof de fromage. J'ai eu la chance de pousser la porte d'un centre de formation qui est dans le 18e à Paris, dans l'idée de donner des cours, de partager ma passion pour le fromage à des gens qui s'intéressaient à faire une reconversion de fromager. Et depuis 3 ans maintenant, je donne des cours à une petite centaine d'élèves par an, qui sont des gens qui ont entre 18 et 62 ans cette année, et qui ont envie de faire de la crèmerie-fromagerie leur nouveau métier, soit assez tôt dans leur carrière, soit assez tard. Et c'est un métier qui est passionnant parce qu'il me permet de coupler 2 choses que j'adore, le fromage et transmettre les choses que j'ai apprises. Donc nous, on fait intervenir uniquement des professionnels ou quasi exclusivement des professionnels, donc qui ont une boutique, qui savent de quoi ils parlent, qui ont un quotidien de crémier fromager et puis qui viennent passer une demi-journée ou une journée par semaine à expliquer différents sujets. Ça peut être la réception de marchandises, la gestion des stocks, mais ça peut être aussi, dans le cas d'Alexandre, au moins une fois par an, un grand cours d'une journée sur les fromages du monde. Alexandre, c'est l'un des fondateurs de la fromagerie parisienne Co, un mot qui est à la fois l'anglais de vache et l'acronyme de Cheese of the World. Comme son nom l'indique, cette caverne d'Ali Baba propose des fromages du monde entier, soigneusement sélectionnés pour que les gourmets français puissent élargir leurs horizons. J'accompagne Pierre devant l'étal très garni pour préparer la sélection de fromages bleus. Et puis on va commencer à regarder ce qu'on peut attraper de bleu dans toute cette histoire. Moi j'en vois déjà quelques-uns qui sont les plus faciles à identifier. C'est les bleus, ceux auxquels on pense tout de suite, comme les Roquefort, bleu d'Auvergne, fourme d'Ambert. Et puis évidemment, comme on est dans une fromagerie monde, on a aussi des bleus qui viennent d'Angleterre. Il y a l'air d'y avoir un bleu irlandais. J'en aperçois un qui vient d'Allemagne. Donc on va avoir de quoi se mettre sous la dent. Je vois du gorgonzola aussi, donc l'Italie est là. Exact, l'Italie est là. Toi, tu l'as repéré avant moi. Ça, c'est encore un autre type de bleu, effectivement. Et puis après, il y a d'autres reflets bleus qui apparaissent un peu plus loin dans la vitrine, qui sont plutôt sur des fromages de chèvre. Et il y a même 2 sortes de bleus différents. Alors on va avoir l'embarras du choix. Est-ce que tu as déjà un peu une idée de ce que tu vas choisir ? Alors moi j'ai bien envie de prendre un très grand traditionnel qui est la fourme d'Ambert. Ça c'est un des fromages que j'aime beaucoup et puis là qui est disponible en version fermière et au lait cru, ce qui est pas la majorité des productions, donc c'est l'occasion d'en profiter. Et puis à côté il y a un truc un peu ovni qui nous tend les bras qui s'appelle le Shropshire, qui est un fromage d'Angleterre qui lui a la particularité d'être de couleur orangée parce qu'on utilise un colorant alimentaire à l'intérieur pour la couleur orange, mais ça n'empêche pas que c'est aussi un bleu. Donc il est bleu et orange, ce qui n'est pas classique. Effectivement, il a des couleurs qui claquent, on ne peut pas passer à côté celui-là. C'est des grands marketeurs, les Anglais, ils sont très forts. Mais derrière ça, il y a d'excellents fromages, donc on ne peut pas vraiment se plaindre. Et puis après, côté chèvre, j'aperçois sur ce qui a l'air de s'appeler la fleur de Bralou, une moisissure bleue qui me plaît bien. Et ça, c'est un petit fromage carré qui a l'air de faire 4 cm de
de côté et qui a l'air d'être bien sec. Et ça, je pense que ça va être très plaisant. Ça a l'air de venir de Touraine. Et un peu plus loin, dans la version des fromages cendrés, on a un Chablis qui vient plutôt du Poitou et qui, lui, est plus frais et est aussi cendré. Et là, le bleu, il vient d'un tout autre ingrédient qui est la cendre végétale dont on parlera tout à l'heure. Alors, on voulait quelques fromages bleus, mais bleus sous, disons, 3 aspects différents. On va commencer par un Chablis. Oui. Qui vient de Chinon, c'est ça ? Qui vient de Chinon, qui est produit par la ferme Le Bazereau. Pendant que Pierre fait part de sa sélection à Alexandre, qui nous donne quelques précisions sur leur producteur, rendons un petit hommage à l'incroyable diversité des fromages bleus du territoire français. Ok, et allons-y, on va prendre un comme ça, peut-être un des plus jeunes. Roquefort, bleu de Gex, bleu d'Écosse, fourme de Montbrison, bleu du Vercors-Sassenage, bleu d'Auvergne, bleu de l'Accueil, Morbier, bleu de Termignon, bleu de Bresse, bleu de Langeac, bleu de Costaros, bleu de Sévrac. Et puis, il y a l'air d'y avoir un bleu-vert intéressant sur le Bralou. Valençay, Sainte-Maure de Touraine, Celles-sur-Cher, Mâconnais, Charolais. On va te prendre un morceau de fourme d'Ambert. Bleu de Florez, bleu des Basques, bleu de Thiézac, bleu de Beauce, bleu de Bonneval, bleu de Corse, bleu du Haut-Jura, bleu du Quercy, bleu de Sainte-Foy. Bien bleu. Très bien. Et puis, on va finir avec le Shropshire, histoire de varier les plaisirs. Ça, j'en ai jamais goûté. Eh bien, tu as peut-être goûté du Stilton. Stilton et Shropshire, c'est vraiment une recette très similaire. Ouais, très bien. Oui, c'est pour manger tout de suite. On va déguster ça à côté. Super, merci beaucoup. Alors, on a devant nous 4 fromages qu'on vient de choisir, que tu viens de choisir, de sélectionner avec beaucoup de soin. On a 4 couleurs, nuances de bleu assez différentes. On va parler de moisissure, on va parler de cendre, on va parler de fromage qui passe pas forcément la douane, on est lucide là-dessus, mais tout ça est comestible. Tout ça est absolument comestible. Tout ce qui se passe sur la croûte d'un fromage n'est pas dangereux pour la santé. Alors évidemment, dans la mesure de ce qu'on maîtrise dans une fromagerie ou dans une cave d'affinage. Parce que bien évidemment, tout ça, ce sont des endroits qui suivent des protocoles de nettoyage très stricts pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de contamination sur des produits, quand bien même ils seraient arrivés sains dans ces lieux-là. Donc il faut toujours quand même faire bien attention aux environnements et à la propreté des environnements dans lesquels on transforme, on affine et on stocke ces fromages. Alors il y a un ordre toujours dans les dégustations de fromage, parce que tu as aussi organisé des dégustations. Comment savoir dans quel ordre manger les fromages ? Alors, moi j'essaye toujours de faire déguster les fromages dans un ordre de puissance chronologique, disons, donc du plus doux au plus fort, sachant que juste à l'œil, parfois on peut se planter. Et que la puissance ou la force d'un fromage, entre deux bleus, par exemple entre notre fourme d'Ambert et notre Shropshire, là j'ai ma petite idée. Je pense que la fourme d'Ambert est plus douce et que le Shropshire est plus prononcé. Mais quand on change totalement de famille de fromage, entre mon petit chèvre bien sec par exemple et ma fourme d'Ambert, je vais avoir tendance à privilégier d'abord le chèvre puis la fourme d'Ambert, mais en soi, il est fort possible que mon chef soit quand même bien intense. Donc ça, c'est un dilemme immense sur le choix de l'ordre des choses.
On va trancher parce qu'on a 2 chèvres et deux persillés, donc on va les déguster les uns après les autres. Mais c'est vrai que j'ai coutume de dire aussi dans les dégustations qu'il faut surtout pas se priver d'aller grignoter un morceau de ce qui nous fait de l'œil, parce qu'avant toute chose, quand on est autour d'un plateau de fromage, l'essentiel c'est de se faire plaisir. Donc on commence par... On commence par le chablis, donc le fromage de chèvre de Chinon, qui lui est un peu plus jeune, enfin demi-sec comme disait Alexandre tout à l'heure, dont le bleu provient de la cendre. C'est un bleu-gris qui est assez sombre, mais qui est petit à petit recouvert par une fine pellicule blanche, donc qui est une levure qui pousse sur les fromages à partir du moment où on les met en affinage. L'affinage, c'est tout simplement le temps et la condition dans laquelle on laisse les fromages vieillir pour qu'ils deviennent délicieux. Donc là, sur notre fromage, il y a ce mélange de bleu qui est lié à la cendre végétale et puis le blanc qui le recouvre un peu. Cette cendre végétale, elle va être utilisée essentiellement sur des fromages de chèvre, hein. Et donc on va brûler du bois, on va récupérer de la cendre bien noire et puis on va la mélanger, cette fine poudre qu'on va obtenir, on va la mélanger souvent avec du sel. Et au moment de saler les fromages, on va saler et cendrer à la fois. Ça va permettre de protéger les fromages d'attaques microbiennes ou tout simplement de petites bestioles qui peuvent se promener dans les fromageries. Alors là, je parle évidemment d'un moment où les normes sanitaires n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, hein. C'est des vieilles tactiques de protection des fromages qui ont encore cours parce qu'on préserve la tradition et puis aussi parce que la cendre, c'est un élément qui est très basique, donc qui a un pH très élevé, sans vouloir faire du trop technique. C'est un élément qui va être utile parce que le fromage, lui, c'est un élément assez acide. Et que tout le travail du fabricant et ensuite de l'affineur, c'est de remonter le pH, de diminuer un peu l'acidité du fromage. Quand vous goûtez un fromage très frais, il va avoir des notes assez acidulées. Un fromage plus affiné va être généralement plus rond, plus équilibré. Donc là, est-ce qu'on est sur un lait cru ou un lait pasteurisé ? Est-ce que tu peux nous expliquer la différence ? Oui. Le chablis ici, c'est du lait cru. Fromage au lait cru, ça veut dire que le lait n'a pas été chauffé entre le moment où il est sorti du pied de l'animal et le moment où il a été transformé en fromage. Donc il a été caillé, coagulé pour en garder la partie solide et rejeter la partie liquide. Donc le lait cru et le fromage au lait cru, c'est notre manière la plus traditionnelle de faire du fromage. Le lait sortant du pied de l'animal autour de 37 degrés, il est interdit pour utiliser la mention lait cru de le réchauffer à plus de 40 degrés. Voilà. Eh ben, on va goûter ce premier fromage. Je n'avais rien dit à Pierre pour ne pas influencer sa sélection, mais j'ai une passion pour le fromage de chèvre. Et l'un de mes fromages préférés, c'est justement le chablis au lait cru. Autant dire que Pierre ne pouvait pas taper plus juste pour démarrer sa dégustation. Alors ça va être un épisode un peu pénible pour les misophones. Donc on va faire des bruits de bouche en plus, ça va être terrible. Écoute, il est pas mal ce chèvre. Bah oui, il est plus que pas mal, même tout à fait là où on l'attend. Alors on a fait les choses dans le désordre, hein, puisqu'on a oublié de regarder l'intérieur, parce qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Heureusement, il nous en reste un morceau. Et on voit notamment dans un fromage de chèvre que le processus d'affinage dont je parlais tout à l'heure, il se fait petit à petit de l'extérieur du fromage vers l'intérieur. Et donc ça, c'est vraiment le processus le plus fascinant probablement qui se cache derrière le fromage, qui est celui de l'évolution du produit avec le temps. Si on s'amusait à le garder dans un endroit bien confiné, sans trop d'aération et pas trop froid, petit à petit, ce qui se passerait, c'est que cette partie souple et crémeuse, elle migrerait du bord jusqu'au cœur du fromage. Et ça, ce serait aussi une autre façon délicieuse de goûter le fromage. Moi, je reprends une lichette. On va passer au deuxième fromage, qui est aussi un fromage de chèvre. Aussi un fromage de chèvre, aussi un fromage fabriqué sur les bords de Loire, ou en tout cas pas très loin, mais un fromage qui lui n'a pas été cendré, donc qui a gardé une couleur assez blanche, et puis qui en revanche a subi un peu les affres du temps, puisque c'est un petit fromage qui a l'air d'avoir 2 mois et demi, 3 mois d'affinage au moins, donc ça fait quelque chose d'assez sec, d'assez dense, une texture manifestement serrée, probablement en cassante aussi quand on va la couper.
Alors, c'est pas parce qu'il est blanc qu'il a pas de couleur par ailleurs, parce que en fait, ce qui s'est passé là, c'est qu'il y a une nouvelle moisissure qui est venue se poser, qui a senti qu'elle était la bienvenue et puis qui a eu raison d'ailleurs, qui est un Penicillium album. Penicillium album, c'est une moisissure, un champignon qui va être présente dans les ambiances de cave, dans les fromageries, et ça fonctionne assez bien, notamment dans les chèvreries. Et donc, ce sont des petites taches bleu-vert qui vont pousser sur ces fromages. Et comme c'est une moisissure de la famille des champignons, ça va donner des arômes assez délicats de champignons sur le fromage qui viennent compléter assez bien le goût du lait de chèvre et puis l'intensité du fromage par ailleurs. Parce que quand les fromages sont bien secs comme ça, on peut s'attendre à quelque chose d'assez costaud. Tu t'y prends quand même assez vigoureusement pour le couper. Il est un peu costaud. Et là, on voit qu'à l'intérieur, il n'a pas la même tête. Alors, c'est un tout petit fromage. Hein. Il fait 4 cm de côté. Il fait 1,5 cm de haut, peut-être. Et on a encore un cœur bien blanc. Mais la différence avec le premier, c'est que là, on n'a plus beaucoup d'humidité dans le fromage. Un fromage qui a vraiment séché et donc que j'ai eu un peu de mal à couper effectivement parce que c'est pas encore un caillou mais on est dans cette idée là, hein. En le laissant sécher quelques semaines de plus, là on arriverait vraiment à quelque chose qu'il faudrait attaquer avec une hache. Et donc là on va voir la différence de goût entre les deux. C'est parti. Je crois qu'on peut le dire, c'est une tuerie. C'est pas mal, hein. C'est vraiment intense. Quelque chose qui, pour autant, n'est pas trop fort. Il y a un léger piquant qui vient quand on termine sa bouchée. Et ça, c'est la faute, je vous le donne en mille, de notre Penicillium album qui est sur la croûte. Quand on mange uniquement le cœur du fromage, on va peut-être moins ressentir ce côté-là. Là, on voit qu'il y a un travail d'affinage qui a été fait parfaitement. Parce que on a un fromage qui est sec, qui est intense, qui est assez salé, puisque l'eau qui est contenue dans le fromage s'est évaporée avec le temps, mais le sel évidemment est resté dans la même quantité, donc proportionnellement on se retrouve avec quelque chose qui est relativement salé. Et le sel est un exhausteur de goût. Donc on a de la puissance, on a plus de sel, c'est explosif en bouche. C'est en ça que les fromages bien affinés sont souvent des expériences canon, parce que on a vraiment l'impression de goûter quelque chose de fortement bon. Donc là, le bleu de la moisissure, ça rajoute quelque chose vraiment gustativement. Autant dans le premier, c'était assez discret, ce que pouvait apporter le goût un peu cendré. Autant là, ça rajoute vraiment quelque chose à la fin. Oui, la cendre, ça va pas apporter de goût. Alors que là, ce Penicillium album, ce petit bleu vert qui pousse sur le fromage avec le temps, quand il est plus sec, là on a quelque chose qui apporte vraiment de la nouveauté dans le goût du fromage. Si on ne mange pas la croûte, on va pas avoir la même expérience de dégustation. Ça, c'est un énorme débat qui sépare le monde en deux catégories de personnes. Est-ce qu'il faut ou pas manger la croûte du fromage ? Encore ce midi, les gens avec qui j'étais à table m'ont regardé avec des grands yeux en disant mais même celle-là, tu la manges ? Donc plutôt catégorie oui. Alors j'ai mes limites comme tout un chacun, mais elles sont relativement élevées. Mais du coup là, on est d'accord qu'il faut absolument manger la croûte. Ah là, c'est clair qu'on a très envie de le conseiller parce que ça apporte un plus indéniable et que la croûte c'est un élément qui est l'outil du fromager. Et en fait, une fois que le fromage est fait, on n'a plus du tout accès au cœur du fromage. On voit plus ce qui s'y passe, on sait plus ce qui se développe à l'intérieur. Le seul point de contact, c'est la croûte. Alors sur des petits fromages comme ça, on n'a pas grand-chose à faire. On les retourne, on les bichonne, on les met au bon endroit. Mais sur des tomes, des comtés, tout ça, on essaye de faire en sorte que la pâte et le goût de la pâte et sa texture se développent avec le temps, avec les soins, le fait de frotter, de brosser, de laver, etc.
Et pour ça, notre seul point de contact, c'est la croûte. Donc c'est vrai que la croûte, elle a ce premier usage-là. Et pour un comté de 24 mois, quand on a passé 2 ans à jouer avec la croûte, à la laisser à l'air libre dans les caves, etc., on peut entendre que ce soit des choses un peu dures, un peu sèches, pas forcément agréables. Tout dépend des goûts. Mais sur tout ce qui a moins de 6 mois... bien souvent, la croûte joue ce double rôle à la fois d'outil de communication entre le fromager et le fromage, et puis aussi de choses qu'on aime beaucoup manger, quoi. Parlons de ce fromage auvergnat. La fourme d'Ambert, donc c'est un fromage qui est assez connu et répandu. C'est un fromage qui est de forme ronde. Le mot fourme, il est utilisé, il est à la base en fait de l'étymologie du mot fromage. C'est en fait la forme, tout simplement. Et puis on parle aussi de fourme quand on parle de Cantal ou de Salaire. La fourme de Cantal, c'est quelque chose qu'on peut dire. On peut utiliser ce terme. On parle de meule de comté dans le Jura. On parle de tome dans les Alpes, mais on va plutôt parler de fourme en Auvergne. Voilà. Donc c'est pas la même taille, puisqu'une fourme d'Ambert, elle fait une bonne vingtaine de centimètres de hauteur et puis une douzaine de centimètres de diamètre, alors que la fourme de Cantal, c'est 40 kilos et c'est une grosse bête. Et la fourme, on continue à dire ça en Auvergne pour parler de la fourme d'Ambert, de sa proche cousine, la fourme de Montbrison, qui est fabriquée dans les massifs du Forez, pas très loin, mais tout de même sur une région qui est distincte. Et c'est pour ça qu'il y a 2 appellations distinctes pour ces fourmes. Et puis il en existe d'autres d'ailleurs, plus méconnues, un petit peu plus cachées ou moins faciles à trouver. Une fourme de Valsivière, par exemple, qu'on trouve dans quelques crèmeries par-ci par-là. Pour la fourme d'Ambert, le bleu, il vient d'où ? Alors le bleu, on change de moisissure, mais on est toujours dans la même famille. C'est aussi un pénicillium, mais c'est un pénicillium roqueforti, évidemment basé sur le nom du Roquefort. Il a été nommé comme ça à partir du moment où il a été identifié, isolé, qu'on a été en capacité de le reproduire. Voilà, il faut savoir que les bleus tels qu'on les connaît aujourd'hui, les Roquefort, les fourmes d'Ambert et puis tous leurs dérivés, sont des fromages qui n'ont jamais été aussi bleus qu'aujourd'hui, ou en tout cas, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de les trouver bien bleutés, bien persillés. On est en capacité de synthétiser ces micro-organismes et puis de les intégrer soit dans le lait, soit dans le caillé du fromage, qui soit bien réparti, qu'il y en ait un peu partout et qu'on profite de ce bon goût champignonné de nouveau partout dans le fromage. Bleu et persillé, c'est des synonymes ? Oui. Persillé va être plus technique et puis c'est vrai qu'on a tendance à dire bleu, mais que là, nous qui les avons sous le nez, on voit bien que ils sont d'un bleu vert, un peu verdâtre même. C'est jamais très joli les adjectifs en âtre, mais bon, c'est un peu l'inspiration qu'on a. Quelque chose d'un petit peu granuleux dans la texture de ce bleu, un peu grisé aussi peut-être. Donc c'est vrai que pour être précis et sans forcément avoir une palette de couleurs figée sur le bleu spécifiquement, on va utiliser le mot de persillé. Mais c'est vrai que ce sont plutôt des synonymes. Après, on fait une distinction entre les bleus et les Roquefort parfois, puisque la grande différence pour la fourme d'Ambert et pour les autres bleus génériques, ça va plutôt être des bleus au lait de vache, alors que le Roquefort, lui, est un fromage au lait de brebis. Alors bien sûr, on aurait pu réserver sur ce plateau une place de choix au roi des fromages bleus, le Roquefort. À base de lait cru de brebis et du fameux Pénicillium roqueforti, ce fromage est cité dès le haut Moyen-Âge. Il était, semble-t-il, très apprécié de certains rois de France. Un texte de Notker-Lebègue, un moine du Xe siècle, raconte d'ailleurs la première rencontre entre Charlemagne et un fromage persillé, peut-être un ancêtre du Roquefort. Prenant les taches de persillé pour de la pourriture, il avait soin auparavant de les enlever avec la pointe de son couteau. L'évêque d'Albi, qui était debout auprès de la table ainsi que la suite du prince, prit la liberté de lui représenter que ce qu'il jetait était le meilleur du fromage.
Charles goûta donc du persillé. Il trouva que son hôte avait raison et le chargea même de lui envoyer tous les ans à Aix-la-Chapelle 2 caisses de fromage pareil. Quelques siècles plus tard, en 2012, 70% de la production de Roquefort était dominée par la marque Société, une filiale du groupe agro-industriel Lactalis. Je me souviens d'ailleurs d'avoir visité les caves d'affinage lors d'un voyage scolaire et d'avoir été marquée par ces impressionnants alignements de fromage. Aujourd'hui, j'ai plutôt une préférence pour le Roquefort artisanal et notamment pour celui de la Maison Carle, qui est encore indépendante. Mais revenons à notre plateau. Il est temps d'attaquer cette fourme d'Ambert qui est, comme le Roquefort, une appellation d'origine protégée. C'est une appellation protégée depuis les années 70. Et quel est l'intérêt de protéger une appellation, que ce soit AOP, appellation d'origine protégée, ou IGP, qui signifie Indication géographique protégée. En fait, l'essence de l'AOP, c'est un terroir, une histoire et un savoir-faire. Donc il y a un vrai intérêt à se dire, ça a traversé les âges, c'est raccroché à un territoire de par son histoire. Par exemple, vous grimpez dans les montagnes du Jura, on fait des grands fromages parce que on a un peu plus de lait l'été quand les vaches sont à l'herbe, et puis on en a un peu moins l'hiver quand elles sont à l'étable. Donc on profite de l'été pour faire des fromages, mais on est en montagne et on sait qu'on va devoir les redescendre. Donc on se fait des grands fromages, quitte à les transporter, autant les transporter le plus facilement possible, plutôt que d'en faire des dizaines et des dizaines avec lesquels il va falloir jongler. Et tout ça, ça génère des produits alimentaires, en l'occurrence des fromages, qu'on voit naître à certains endroits et pas à d'autres. Et on n'a pas envie que, parce que la recette est bonne et que le fromage a un potentiel commercial, n'importe qui puisse se mettre à en fabriquer n'importe où. Donc pas de fourme d'Ambert, en Normandie ou en Europe de l'Est. Non, on a suffisamment à faire avec le camembert de Normandie d'un côté et toute une série de fromages de très grande qualité. Les Polonais notamment font d'excellents fromages. Donc on va goûter cette fourme d'Ambert. C'est ultra crémeux. Donc il est plus jeune que notre fromage de chèvre. Il a un niveau de sel assez élevé. Et puis on a ce goût qui est quand même très caractéristique côté un peu champignon, avec une pointe d'amertume aussi, qui est assez équilibrée par le sel. Donc tout ça se marie très bien. Avoir un fromage qui soit équilibré, c'est un fromage qui va être... on va trouver tout ce qu'on veut et dans les bonnes proportions entre du salé, de l'amertume, de l'acidité et des arômes. Et puis aussi pour le fromage, un côté un peu gras, qui est assez agréable généralement. Et là même, c'est quand même très gras, très crémeux. On sent bien le côté lait de vache qu'on n'a pas du tout dans le Roquefort, par exemple. Ouais, là il y a un côté assez fondant, assez crémeux, et puis c'est dû à un ingrédient qu'on soupçonne pas forcément, parce que c'est vrai quand on dit crémeux, on pense crème, mais là concrètement, pourquoi est-ce que c'est un fromage qui est encore assez crémeux ? C'est parce que c'est un fromage qui est resté humide. Donc ce qui rend les fromages crémeux, ce qui empêcherait à l'inverse d'un fromage d'être crémeux, c'est de manquer d'eau. Donc bonne nouvelle pour les amateurs de fromages crémeux et qui sont à la fois en tentative de régime. Plus un fromage va être crémeux, plus ça veut dire qu'il est humide, donc ça veut dire que proportionnellement il a un taux de matière grasse qui va être plus acceptable. Alors évidemment on se parle d'une fourchette relativement élevée par rapport à l'univers des concombres et des radis, mais on est quand même sur des fromages qui sont pas si élevés que ça en matière grasse. Une fourme d'Ambert, ça fait 23-24% de matière grasse, quoi. Voilà. Oui, ça va. Je crois que le 4e fromage nous tend ses petits brins. Ce dernier fromage, qui nous intrigue depuis le début, le fromage anglais orange et bleu-vert donc. Super contraste de complémentaire. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce fromage ? Alors là, fromage donc, qui s'appelle le Shropshire, fromage anglais qui est fabriqué
un peu comme l'est son cousin le Stilton, qui est peut-être un tout petit peu plus connu en France. Ce sont des fromages avec une texture bien dense, mais une pâte extrêmement fondante. Donc ce sont des fromages qui ont une richesse à la dégustation qui est extrêmement agréable. Et puis ce sont des fourmes ou des tomes, enfin, en tout cas ce sont des fromages pour le coup, qui font jusqu'à 4 ou 5 kilos. Ça peut être vraiment des grands formats. Pour des bleus en tout cas, et ça permet de les pousser en affinage un peu plus longtemps, parce que plus un fromage va être grand, plus on va avoir la possibilité de mettre du temps pour l'affiner. On le voit d'ailleurs quand on regarde la croûte, on a une croûte qui est un petit peu plus épaisse et puis qui est un petit peu plus marquée, donc qui va forcément avoir un peu plus de goût. Et pour ce fromage anglais, donc j'arrive pas à prononcer le nom, est-ce que c'est aussi du pénicillium ? Oui, c'est le même pénicillium roqueforti que dans la fonte d'Ambert. Ok, super. Bah écoute, je te propose qu'on attaque. Ah oui, donc là, la texture est pas du tout la même. C'est aussi très crémeux, mais beaucoup plus friable. Ouais, c'est plus friable, c'est plus cassant. Et puis, on avait une texture fondante et souple sur la fourme d'Ambert. Là, on a quelque chose qui est manifestement plus gras. C'est plus dense. Ça veut dire que c'est plus égoutté. Donc, il y a une humidité qui est moindre. Et puis, comme tout à l'heure pour mon histoire de sel, malheureusement, plus le temps va passer et plus les fromages vont être égouttés et affinés. Si la quantité d'eau, elle, peut évoluer et disparaître petit à petit, la quantité de matière grasse, elle, va rester la même. Donc, de nouveau, si on a bien suivi ces cours sur les proportions en mathématiques, on sait que le pourcentage va augmenter. Et à l'attaque. Ah oui, c'est plus costaud déjà. Ouais. C'est marrant parce qu'il a presque pas d'odeur. Mais alors au goût, c'est explosif. Oui, je crois que c'est le terme, effectivement. Il y a donc un affinage qui est plus poussé et donc une intensité qui est supérieure. Il y a toujours un niveau de sel assez élevé. Là, notre Shropshire, il est bien salé, ce qui nous fait de nouveau une sensation très agréable, très explosive en bouche. On a toujours cette note un peu amère qui vient à la dégustation, qu'on retrouve à la fois dans la pâte et puis un peu sur la croûte. Puis on a ce bleu qui est bien présent, toujours le côté champignon. Moi, je trouve que dans celui-là, ça développe un côté un peu comme des légumes cuits ou comme une espèce de potée. Enfin, c'est assez marrant. On se transporte dans un environnement culinaire qui est un peu différent. C'est rigolo parce qu'évidemment, c'est tout à fait personnel. Alors c'est toujours très agaçant quand un sommelier vous sort les 12 arômes d'un verre de vin alors que vous avez juste senti le raisin. Et donc j'imagine que quand les fromagers font pareil, ça doit être à peu près la même chose. Mais c'est vrai que c'est un des trucs fascinants avec ce qu'on appelle l'analyse sensorielle. C'est qu'autant sur ce qu'on voit et ce qu'on entend, souvent on arrive à être à peu près d'accord. Autant sur ce qu'on sent et qu'on goûte, selon notre expérience sensorielle, ce avec quoi on a grandi, ce qu'on a eu l'habitude de manger, ce qu'on a bu ou mangé avant, et puis nos émotions même, ça peut avoir une influence sur ce qu'on perçoit. Donc c'est un exercice qu'on peut sans cesse recommencer et c'est assez chouette à faire. Et là, le côté orange, un peu de ce colorant, est-ce que ça rajoute un goût ? Parce que moi justement, je n'identifie pas forcément le goût que ça peut avoir. Non, c'est un colorant qui n'a pas de goût. Tout comme dans la mimolette, ça n'en a pas. Voilà, c'est purement esthétique. Et il semble que, en tout cas, il y a quelques recherches qui montraient que c'était une plante qui avait aussi un pouvoir antiseptique. Et donc, comme c'était des fromages, alors surtout les mimolettes, par exemple, tendance à utiliser pour voyager, par exemple, ou mettre dans les cales des bateaux, de la nourriture qu'on pouvait garder un long moment pendant des voyages, ça pouvait permettre de protéger aussi le fromage. Est-ce qu'à part les 4 qu'on a sous les yeux, tu vois d'autres fromages bleus qu'on aurait pu ajouter sur cette planche ? Est-ce qu'il y a d'autres types de bleus naturels qu'on aurait pu trouver dans des fromages, à part la cendre et les moisissures ? Si on peut trouver par endroits des fromages bleus, ça va être des fromages qui vont être colorés avec des colorants qui seront plus ou moins naturels, mais se référant à assez peu de tradition. Pour le coup, c'est plutôt des goudas de toutes les couleurs. Ça, effectivement, on en trouve. Peut-être que les Hollandais sont un peu moins snobs que nous, mais c'est vrai que on a une approche du fromage, ou en tout cas dans les crèmeries fromageries, qui est plus traditionnelle.
et qui fait que on essaye de faire aussi des fromages avec le moins d'ingrédients possible. En tout cas, essayer de réussir le meilleur résultat possible avec les ingrédients de base que sont les ingrédients du fromage, c'est-à-dire du lait, du sel, des ferments et de la présure, qui est le coagulant qu'on va retrouver dans une bonne partie des fromages de tradition. C'est toujours rigolo d'aborder le sujet qu'on connaît bien par un prisme auquel on n'est pas habitué, parce que évidemment, quand on vend du fromage, on vend en premier lieu du goût et puis évidemment du plaisir qui va avec. Et puis on pense pas forcément couleur, parce que la couleur, soit elle est naturelle et donc on n'y pense pas vraiment, soit elle est fabriquée et auquel cas c'est vraiment un argument de dernier plan, entre guillemets, parce que ça va pas avoir beaucoup d'influence comme notre rocoux sur le goût du fromage. Mais pour autant, c'est extrêmement intéressant de se pencher sur cette question du fromage par ce prisme-là, parce que en effet, on couvre des productions, des modes et des régions qui sont extrêmement différentes. Et pourtant, en effet, leur point commun, c'est la couleur bleue. Donc, moi, je suis très content d'avoir fait cet exercice. Avant de nous quitter, j'ai demandé à Pierre quel était son bleu préféré. Et sa réponse a fait un lien inattendu avec le précédent épisode sur l'indigo, où on parlait déjà de teinture naturelle et de pastel. Alors, mon bleu préféré, je l'ai découvert il y a 4 ou 5 ans. Dans le Gers, il y a une petite ville qui s'appelle Lectoure et qui a un bleu à son nom, le bleu de Lectoure, voilà, qui est un bleu qui est fabriqué de mémoire avec une plante, donc c'est une fusion naturelle. Et c'est un bleu qui est un peu pastel, qui a un ton très doux. C'est une couleur que j'ai trouvée très agréable et qui me plaît beaucoup. Et c'est sur ces considérations chromatiques que s'achève notre rencontre du jour avec le fromage bleu. Vous venez d'écouter Culture Bleue, un podcast écrit et réalisé par Delphine Pérézan-Roudil avec des musiques de Théo Boulanger. Je remercie mon invité Pierre Vimont ainsi que toute l'équipe de la fromagerie Cheese of the World à Paris. Si vous souhaitez approfondir cette découverte du fromage bleu, vous trouverez des liens et des ressources complémentaires dans la description de l'épisode. Et parce que le bleu est partout, qu'il se regarde, s'écoute, se touche et se goûte aussi, nous partirons la prochaine fois à la rencontre d'un autre bleu. Indice, il n'a pas très bien résisté à la boue des tranchées.